Bienvenue sur Dossier Noir, où nous explorons les recoins sombres de l'aventure humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans deux histoires terrifiantes de spéléologie qui ont tragiquement mal tourné, révélant les dangers insoupçonnés qui guettent sous terre et les conséquences de décisions critiques. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous découvrirons comment une règle de sécurité non partagée a failli coûter la vie à un homme, et comment le non-respect d'une règle fondamentale a plongé des adolescents dans l'obscurité la plus totale. La prudence du spectateur est de mise. Le 2 février 2005, Tom Gilland, Pete Fine et Bruce Lynn prirent la route pendant 90 minutes depuis Tucson pour explorer la Waterman Mountain Bat Cave, une grotte récemment découverte dans le désert de l'Arizona. Ils se garèrent au pied de la montagne et commencèrent à organiser leur équipement. Tandis que Fine et Lynn préparaient le matériel, Gilland décida de prendre de l'avance. L'approche ne faisait que quelques centaines de mètres, mais elle montait d'environ 61 mètres d'élévation. Le calcaire était d'une netteté rasoir. Des cactus parsemaient la pente, et la maigre végétation n'offrait aucune prise. Gilland progressait avec prudence, respirant difficilement dans l'air sec. Il traversa une crête, et l'entrée de la grotte apparut. Une ouverture sombre dans la paroi calcaire, assez grande pour qu'on puisse y marcher. Gilland atteignit l'entrée et y pénétra, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. La température chuta immédiatement. L'air frais constant de la grotte était un soulagement bienvenu après la chaleur du désert. Il s'enfonça plus profondément dans le passage d'entrée. Le sol s'élevait devant lui, où des roches meubles s'étaient accumulées, créant une petite escalade d'environ 0,9 à 1,2 mètres de hauteur. Pour continuer plus loin dans la grotte, il devrait contourner ces roches. Gilland commença à grimper sur le tas de roches instables. Les roches glissèrent légèrement sous son poids, mais tinrent bon. Arrivé au sommet, il remarqua que certaines roches étaient particulièrement lâches et faisaient saillie de manière gênante. Sans trop y penser, il décida de les écarter. Peut-être pour faciliter le passage à Fine et Lynn quand ils arriveraient, ou simplement parce qu'elles semblaient gênées. Il saisit l'une des roches et la retira du tas. Derrière les roches, cachée dans une cavité ombragée, se trouvait une énorme ruche d'abeilles africanisées. La réaction fut instantanée. Un essaim jaillit de derrière les roches dérangées. Des milliers d'abeilles se déversèrent en un nuage sombre et bourdonnant. Le son était assourdissant, couvrant tout le reste. En quelques secondes, les premières piqûres frappèrent. Les abeilles africanisées ne piquent pas une seule fois avant de battre en retraite. Elles attaquent en masse, ciblant toute menace perçue pour leur colonie. Des dizaines de piqûres atteignirent le visage, le cou et les bras de Gilland. La douleur était intense et immédiate, des sensations aiguës et brûlantes se multipliant sur sa peau. Gilland recula en catastrophe du tas de roches et courut vers l'entrée. L'essaim le poursuivait. Il s'échappa de la grotte et courut en arrière par-dessus la crête, les abeilles le suivant sans relâche. Les abeilles tueuses sont connues pour poursuivre les menaces sur des centaines de mètres, parfois sur plus de 400 mètres. Il dévala la pente, subissant d'autres piqûres alors que l'essaim maintenait le rythme. Après environ 46 mètres, le terrain le força à s'engager dans une descente sur une corniche. Ce n'était pas une chute verticale, mais cela nécessitait des mouvements contrôlés, un placement prudent des pieds et des mains, le genre d'escalade où l'on doit réfléchir à chaque mouvement. Gilland n'avait pas le temps de penser. Les abeilles attaquaient toujours, piquaient toujours. Il fut de nouveau piqué sur la corniche, la douleur et la panique submergeant toute considération attentive du terrain. Il tenta de descendre rapidement, essayant de maintenir sa vitesse malgré la nature technique de la descente. Ce fut une erreur catastrophique. Son pied glissa sur le calcaire tranchant. Il perdit l'équilibre. Soudain, il dégringola, son corps s'élançant sur les roches acérées, totalement hors de contrôle. La chute ne dura que quelques secondes, mais pendant ce temps, le calcaire du désert le déchira. Ce fut brutal. Son genou gauche subit un impact dévastateur. La roche tranchante entailla sa peau et ses tissus. Ses hanches s'écrasèrent contre la pierre.
Ses mains et ses bras raclèrent la surface abrasive, alors qu'il tentait instinctivement d'amortir sa chute, le calcaire déchiquetant sa peau comme du papier de verre. Il roula et rebondit jusqu'à finalement s'immobiliser au bas de la descente. Étourdi et blessé, Gilland tenta d'évaluer les dégâts. La douleur irradiait de multiples points de son corps. Son genou était lacéré et saignait abondamment. Ses mains et ses bras étaient lacérés et à vif. Mais il y avait autre chose, quelque chose de visiblement et horriblement anormal avec sa main droite. Son annulaire était disloqué, sortant de sa main à un angle de 90 degrés. L'articulation avait été forcée hors de sa position pendant la chute. Le doigt dépassait maintenant latéralement d'une manière que les doigts ne sont pas censés plier. La vue de son propre doigt saillant à cet angle contre nature a dû être choquante. Même à travers la douleur et l'adrénaline du moment, Gilland savait qu'il devait remettre le doigt en place. Le laisser disloquer causerait des dommages supplémentaires et rendrait le traitement plus compliqué. Avec son autre main, il saisit le doigt mal aligné et tira, le manipulant pour le remettre en bonne position. La douleur de remettre une articulation disloquée est intense, frottant os contre os, forçant les tissus traumatisés à se réaligner. Mais il fallait le faire. Alors qu'il achevait ce traitement barbare sur lui-même, les abeilles le retrouvèrent. D'autres piqûres frappèrent son corps déjà traumatisé. L'essaim l'avait suivi le long de la montagne, poursuivant toujours ce qu'il percevait comme une menace pour sa ruche. Gilland se força à se relever et courut à nouveau, malgré la blessure à son genou, malgré la douleur irradiant de chaque partie de son corps. Il parvint à parcourir encore 46 mètres avant de rencontrer Fine et Lynn qui montaient la colline. Les deux hommes furent choqués par ce qu'ils virent, leurs compagnons saignant de multiples blessures, couverts de marques de piqûres d'abeilles, boitant gravement, clairement en détresse sévère. Il n'y eut pas de temps pour des explications détaillées. Tous les trois firent immédiatement demi-tour et continuèrent rapidement à descendre la colline vers leur véhicule. La priorité était la distance, s'éloigner des abeilles, se mettre en sécurité, obtenir de l'aide médicale. Lynn, un pompier professionnel, avec une formation en premier secours, prit les choses en main une fois qu'ils eurent atteint la voiture. Il examina la pire blessure de Gilland, le genou lacéré qui saignait abondamment. Utilisant l'eau de leurs provisions, Lynn rinça la plaie, essayant d'enlever la saleté et les débris de la lacération. La coupure était profonde, suffisamment grave pour nécessiter un traitement professionnel immédiat. Lynn saisit le matériel le plus propre disponible, une chaussette propre, et l'utilisa comme bandage improvisé, l'enroulant fermement autour du genou pour contrôler le saignement. Une fois Gilland bandé et installé dans le véhicule, Lynn commença le trajet vers l'hôpital le plus proche, à environ 1 heure de route. Ce fut une longue heure. Gilland était assis dans la voiture, faisant l'inventaire de ses blessures, l'adrénaline commençant à s'estomper, l'ampleur totale des dégâts devenant claire. Les piqûres d'abeilles couvraient sa peau exposée. Son genou était gravement lacéré. Ses mains et ses bras étaient déchirés par le calcaire tranchant. Son pouce droit était cassé. 2 de ses doigts étaient cassés. Des égratignures et des contusions couvraient le reste de son corps. L'évaluation aux urgences confirma ce que Gilland savait déjà. Il avait subi un traumatisme important. Les piqûres d'abeilles seules auraient pu mettre sa vie en danger s'il avait été allergique ou s'il avait reçu suffisamment de piqûres pour provoquer une toxicité systémique. Les blessures dues à la chute nécessitaient un traitement approfondi, nettoyage et suture des lacérations, réduction et immobilisation des os fracturés, traitement des nombreuses abrasions et contusions. Par la suite, alors que Gilland se remettait de ses blessures, il apprit un fait troublant. La grotte, Waterman Mountain Bat Cave, était connue de quelques autres spéléologues pour abriter des abeilles tueuses. Cette information avait été documentée. D'autres avaient rencontré la ruche et reconnu le danger. Mais en raison de ce que certains spéléologues de l'Arizona appelaient une éthique du secret des grottes,
une pratique consistant à ne pas partager les emplacements ou les informations sur les grottes pour les protéger du vandalisme et de la surutilisation. Cette information de sécurité cruciale n'avait jamais été mise à la disposition de la communauté spéléologique au sens large. Le secret qui aurait pu protéger une grotte des dommages avait failli tuer Gilland. S'il avait su pour les abeilles, il ne se serait jamais approché de l'entrée. Si Fine et Lynn l'avaient su, ils auraient pu le prévenir avant qu'il ne monte seul. L'information qui aurait pu prévenir ses blessures existait, mais la culture du secret l'avait gardé enfermé dans le savoir d'une poignée d'initiés. Les blessures de Gilland guérirent avec le temps. Les lacérations se refermèrent. Les os fracturés se ressoudaient. Les piqûres d'abeilles disparurent. Mais sa déclaration après l'incident a mis en lumière une réalité troublante dans la communauté spéléologique. Parfois, le secret des grottes a de graves conséquences pour la sécurité. L'entrée de la grotte de Waterman Mountain abrite toujours la ruche d'abeilles tueuses. Le calcaire tranchant menace toujours quiconque tombe. La randonnée d'approche monte toujours sur 61 mètres à travers un terrain désertique périlleux. Mais la leçon demeure. Déplacer des roches sans savoir ce qui se cache derrière peut déclencher des conséquences qui transforment une visite de routine en grotte en une lutte pour la survie sur le flanc d'une montagne, poursuivie par des milliers d'abeilles agressives, saignant de multiples blessures. L'exploration des grottes comporte des risques inhérents. Chute de pierres, mauvaise qualité de l'air, erreurs de navigation. Mais certains risques sont évitables lorsque des informations de sécurité cruciales sont partagées plutôt que cachées derrière des murs de secret qui protègent les grottes au détriment des personnes qui les explorent. Le 4 octobre 1982, 8 adolescents se tenaient à l'entrée de l'IPI de l'Oregon Cave en Virginie-Occidentale, lampe de poche à la main, prêts pour un après-midi d'exploration. L'Oregon Cave est l'un des plus grands systèmes de grottes de Virginie-Occidentale, s'étendant sur plus de 72 km à travers le calcaire sous le comté de Greenbrier. La grotte possède de multiples entrées, des visites commerciales dans certaines sections et de vastes zones sauvages qui attirent les explorateurs en quête d'aventure dans ces passages labyrinthiques. L'entrée de l'IPI donne accès à certaines des sections les plus reculées du système, des zones avec des noms évocateurs comme Hell's Fissure, The Maze, Skid Row et la Sand Floor Room. Ce n'étaient pas des itinéraires touristiques, mais des passages de grottes brutes nécessitant des compétences en navigation, un équipement approprié et une planification minutieuse. Le groupe de 8, tous à la fin de leur adolescence, entra par l'entrée de l'IPI un dimanche après-midi. Leur plan était simple, explorer Hell's Fissure, une formation dramatique qui attirait les spéléologues par sa géologie imposante, puis revenir et peut-être explorer d'autres passages avant de regagner la surface. Ils s'aventurèrent dans Hell's Fissure. Après avoir exploré la zone, ils firent demi-tour en amont. À un moment donné, par curiosité ou par erreur de navigation, ils s'égarèrent dans une zone connue sous le nom de The Maze. Le nom était approprié. The Maze était un enchevêtrement complexe de passages, s'interconnectant de manière à pouvoir dérouter même les spéléologues expérimentés. C'est là, au plus profond de The Maze, que la catastrophe frappa. Une par une, les lampes de poche commencèrent à défaillir. Les piles s'épuisèrent, les ampoules s'éteignirent et devinrent noires. Les adolescents se retrouvèrent dans une situation que chaque spéléologue redoute. Perdre la lumière dans un environnement souterrain où l'obscurité est absolue. Ils vérifièrent désespérément leur équipement. Combien de lumière fonctionnait encore? La réponse fut dévastatrice. Seulement 2 lampes de poche sur 8 fonctionnaient encore, et ils n'avaient aucune lumière de secours. Le groupe prit une décision née de la désespoir. 2 d'entre eux, vraisemblablement ceux dont les lumières fonctionnaient encore, continueraient d'avancer, essayant de trouver une issue ou d'atteindre un point de repère connu où ils pourraient obtenir de l'aide. Les 6 autres resteraient sur place dans The Maze, conservant le peu de lumière qu'il leur restait,
en attendant les secours. Le binôme muni de lampes de poche fonctionnelles traversa le système de grotte avec détermination. Ils naviguèrent à travers de Maze, descendirent Skid Row, grimpèrent Jones Canyon, passèrent par le Breezeway, traversèrent le Left Hand Passage, entrèrent dans la Handley Room, montèrent le Handley Silo et atteignirent finalement la Sand Floor Room. Ayant parcouru une telle distance dans le système, ils retracèrent leur chemin jusqu'à la Handley Room, où ils savaient qu'un registre de grottes se trouvait. Les registres de grottes, des carnets de bord où les explorateurs s'inscrivent à l'entrée et à la sortie, enregistrant leurs itinéraires et leurs heures de sortie prévues, servent d'outils de sécurité cruciaux. Le binôme s'installa près du registre pour attendre. Au moins, si les sauveteurs venaient les chercher, ils consulteraient probablement le registre et les trouveraient là. De retour dans The Maze, les 6 autres firent face à une situation qui se détériorait. Ils avaient réussi à maintenir une lumière fonctionnelle, un briquet. La petite flamme fournissait un éclairage minimal, juste assez pour se voir les visages dans l'obscurité, juste assez pour maintenir un lien psychologique avec le monde visible. Mais un briquet n'offre pas de véritable lumière pour la navigation, et son carburant ne durerait pas indéfiniment. La température dans la grotte restait constante toute l'année, quelque part entre 12 et 14 degrés Celsius. En surface, cela pourrait sembler doux, mais sous terre, cette température devient dangereusement froide. Un membre du groupe faisait face à une crise supplémentaire. Il était diabétique et, à mesure que les heures passaient sans nourriture, son taux de sucre dans le sang commença à chuter. Les symptômes commencèrent subtilement, léger vertige, difficulté à se concentrer, mais s'aggravèrent progressivement. Dans le froid et l'obscurité, sans moyen de gérer correctement sa condition, il devint de plus en plus étourdi. Ses compagnons ne pouvaient rien faire d'autre que de rester avec lui, de le surveiller par le toucher et la voix dans l'obscurité, et d'espérer que les secours arriveraient avant que son état ne devienne critique. Le temps perdit toute signification dans l'obscurité absolue. Les minutes semblaient des heures, les heures s'étiraient à l'infini. Le groupe n'avait aucun moyen de suivre le temps qui passait. Il ne pouvait que rester assis dans le froid, dans le noir, écoutant la respiration des uns et des autres, sentant la pierre humide autour d'eux, se demandant si quelqu'un avait déjà réalisé leur absence, se demandant si l'aide arriverait, se demandant s'ils allaient mourir ici. Le dimanche soir arriva en surface, et les 8 adolescents ne réapparurent pas de la grotte. Réalisant que quelque chose n'allait pas, leurs familles et amis appelèrent à l'aide. Jerry Kyle reçut la notification le dimanche soir. Kyle était un explorateur expérimenté, familier avec l'agencement complexe de l'Oregon Cave. Il réunit rapidement 2 autres volontaires, et tous 3 entrèrent dans la grotte pour mener une recherche. Ils avaient un avantage significatif. Ils connaissaient le système de grotte et pouvaient faire des suppositions éclairées sur l'endroit où des spéléologues perdus pourraient se retrouver. The Maze était l'endroit évident à vérifier en premier. C'était une zone problématique connue où les gens pouvaient se désorienter. Kyle et son équipe se dirigèrent vers The Maze et commencèrent à chercher. Dans l'obscurité, ils appelèrent, écoutant les réponses. Finalement, leurs lumières éclairèrent 6 silhouettes blotties ensemble dans le passage. Lorsque les lumières des sauveteurs apparurent, le soulagement a dû être écrasant. Ils étaient retrouvés, ils allaient sortir. Le cauchemar prenait fin. Mais le cauchemar n'était pas terminé pour tout le monde. Les sauveteurs évaluèrent rapidement la situation. 6 spéléologues étaient répertoriés, mais le groupe était entré à 8. Où étaient les 2 autres? Les 6 expliquèrent que 2 étaient partis avec des lampes de poche fonctionnelles, essayant de trouver de l'aide ou d'atteindre une zone connue. Mais ils n'avaient aucune idée de l'endroit exact où ces 2-là étaient allés, ni de la distance qu'ils avaient parcourue dans le système de grotte. The Maze n'était que le point de départ. De là, des dizaines de passages menaient dans différentes directions. Et sans connaître l'itinéraire du binôme, la recherche devenait exponentiellement plus difficile. Kyle et son équipe firent avancer les 6 vers la sortie. Le membre diabétique était étourdi, mais capable de marcher avec assistance. Après des heures dans le froid,
Tous les 6 souffraient d'hypothermie à des degrés divers, frissonnants, raides, épuisés, mais mobiles. Les sauveteurs les guidèrent à travers les passages qui n'avaient pas pu naviguer dans l'obscurité, de retour vers l'entrée de l'Ipi et la surface. Une fois les 6 en sécurité à l'extérieur, Kyle et son équipe sortirent pour se regrouper et demander des renforts. 2 personnes manquaient toujours quelque part dans le vaste système de grottes, et les retrouver nécessiterait un effort de recherche élargi. Des volontaires supplémentaires se rassemblèrent rapidement. La communauté spéléologique réagit vite aux urgences. Un plan coordonné fut élaboré. 4 sauveteurs retournèrent dans la zone de l'Ipi pour continuer à chercher dans les passages accessibles depuis cette entrée, tandis que 4 autres entreraient par l'entrée commerciale principale pour fouiller la connexion Oregon-Lipi, les passages qui reliaient différentes sections du système de grottes. La deuxième équipe, entrant par l'entrée commerciale, se déplaça systématiquement à travers les passages, vérifiant les endroits probables où des spéléologues perdus pourraient se retrouver. Ils progressèrent à travers les passages de connexion, appelant, écoutant, éclairant les passages latéraux et les chambres. Dans la zone de la Handley Room, ils les trouvèrent enfin. Les 2 adolescents avaient passé toute la nuit sous terre. Contrairement à leurs 6 compagnons, qui étaient au moins restés ensemble dans The Maze, ce binôme avait voyagé profondément dans le système de grottes avant de s'installer près du registre pour attendre. Le froid avait été implacable. La température de la grotte, qui semble fraîche lors d'une expédition active, devient une véritable torture lorsque l'on reste immobile pendant des heures. L'hypothermie s'était installée progressivement, les frissons qui finissent par cesser à mesure que la température corporelle diminue, le brouillard mental, le besoin désespéré de chaleur. Dans leur désespoir, ils avaient fait quelque chose qui fit chavirer le cœur des sauveteurs. Ils avaient brûlé le registre de la grotte. Le carnet de bord qui servait d'outil de sécurité pour tous les explorateurs de grottes qui visitaient cette section de la grotte, le registre qui documentait qui était passé par là et quand, avait été déchiré et incendié, ses pages consumées pour fournir de brefs moments de chaleur et de lumière. Les sauveteurs les trouvèrent blottis près des restes du feu, traumatisés par leur épreuve nocturne, souffrant d'exposition, mais vivants. Ils furent guidés à travers les passages, émergeant finalement à la lumière du jour, vers 10 heures du matin le lundi, environ 24 heures après être entrés dans la grotte le dimanche après-midi. Les 8 adolescents étaient entrés dans l'Oregon Cave, s'attendant à un après-midi d'exploration. Au lieu de cela, 6 d'entre eux passèrent des heures piégés dans l'obscurité, avec seulement un briquet, gelant lentement, l'un d'eux glissant vers une crise diabétique. 2 autres passèrent une nuit entière profondément dans le système de grotte, si désespérés de chaleur qu'ils détruisirent un registre de sécurité pour se chauffer. Tous les 8 en sortirent vivants, mais traumatisés par une expérience qui n'aurait jamais dû arriver. La cause n'était pas un effondrement de grotte, une inondation ou le fait de se perdre dans un passage vierge. La cause était une négligence simple et évitable. Ils étaient entrés dans un vaste système de grottes sans lumière de secours adéquate. Les 8 adolescents avaient violé cette règle fondamentale et les conséquences avaient failli être fatales. Ce lundi matin, la grotte représenterait à jamais quelque chose de différent. Un endroit où l'obscurité devenait absolue, où le froid s'infiltrait dans les eaux, où les heures s'étiraient en éternité, et où la simple omission d'emporter des lampes de poche de rechange avait failli leur coûter la vie.